Pour cette première rencontre, nous accueillons Jocelyne Porcher, que je vais vous présenter rapidement. Je vous signale simplement que les prochaines rencontres seront le 25 novembre et le 2 décembre, donc mardi de la semaine prochaine et de la semaine suivante, toujours sur le thème donc, de l'homme et l'animal. Le 25 novembre, histoire d'un objet de compagnie, le chien, avec Victoria Vano, qui est docteur en histoire du droit et chargée de mission au groupe en intérêt public, et la médiation animale, ça ce sera le mardi 2 décembre, la médiation animale par Sandy Belair, psychologue clinicienne et psychothérapeute. C'est aussi le thème, les relations entre l'homme et l'animal, c'est aussi le thème du mois du film documentaire à laquelle la médiathèque est associée. Il y a des programmes sur la table de présentation des différents ouvrages que nous vous proposons, que vous pouvez emprunter d'ailleurs, qui sont tous donc bien sûr en relation avec le thème que nous abordons aujourd'hui. Vous trouverez donc les programmes sur cette table-là. Le 22 novembre à 14h30 à l'espace Marc Lanvin, la projection du film d'Emmanuel Gras, Bovine. Puis le 29 novembre à 15h à la médiathèque, la projection du film de Manuel von Sturler, Hiver nomade. Et puis le 30 novembre à 14h au théâtre Victor Hugo, Des abeilles et des hommes, le film de Marcus Imhoff. Donc aujourd'hui nous accueillons Jocelyne Porcher, qui est chargée de recherche à l'INRA et qui étudie donc à l'Institut national de la recherche agronomique, à l'INRA, et qui travaille sur la relation entre les éleveurs et les animaux en élevage et dans les productions animales. Je ne vous en dis pas beaucoup plus parce que je sais que Mme Porcher va présenter son parcours et puis elle va présenter l'objet de son étude et les différents ouvrages qu'elle a récemment publiés, même si elle en a publié beaucoup d'autres. J'en ai noté quelques-uns. J'imagine que vous n'allez pas faire toute la liste puisque vous en avez publié une dizaine. Éleveurs et animaux, réinventer le lien, c'était une des questions auxquelles vous vous intéressiez déjà il y a plus d'une dizaine d'années, c'était publié en 2002. Vous vous êtes aussi intéressé à l'industrie porcine, c'était l'objet de la recherche du livre Cochon d'or, l'industrie porcine en question, c'était en 2010. Et puis Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle. Je n'en ai cité que quelques-uns parmi les nombreux ouvrages auxquels a participé ou qu'a écrit Jocelyne Porcher. C'est donc cet ouvrage, Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle. Alors, je vous laisse présenter vos recherches et votre travail, et n'hésitez pas, bien sûr, à poser vos questions, participer. J'imagine que vous ne serez pas embarrassé par des questions au milieu de votre intervention. Ah non, non, voilà, on ne partage pas forcément les choses entre intervention et puis questions à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir pendant la conférence. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, n'hésitez pas à m'interrompre. Par rapport à ce livre, justement, je vais présenter effectivement mon parcours, puisque je le raconte dans cet ouvrage qui est en fait où je mélange un peu mon parcours professionnel et les questions que je me suis posées sur l'élevage et comment je suis arrivée à travailler sur l'objet de recherche sur lequel je travaille aujourd'hui et d'ailleurs comment je suis arrivée à être chercheur. Alors que en fait, je n'étais pas. Je suis née au rural. Je me suis installée à la campagne dans les années 80 avec un troupeau de brebis, alors que je venais de Paris, que je connaissais rien à l'élevage, rien à l'agriculture, rien à rien. Et donc, en fait, voilà, je raconte ce parcours et les questions que je me suis posées petit à petit, au fur et à mesure de ma découverte de l'élevage et de ce que j'appelle les productions animales, dont je vais parler après. Et donc de la différence entre élever les animaux et les produire, et de la situation dans laquelle on est aujourd'hui par rapport à nos relations aux animaux. Donc voilà, donc c'est un bouquin dans lequel je retrace tout ça et où j'aborde les questions liées à la relation aux animaux, au système industriel, à ce que c'est que l'élevage, etc. Et donc en fait, pour partir de ce livre, quand j'étais éleveuse moi-même, j'étais néo-rural, j'avais comme tous les néo-ruraux, un petit troupeau de brebis, je faisais des petits fromages que j'allais vendre au marché. Et donc j'ai appris à travailler avec les animaux, avec des agriculteurs qui étaient dans le hameau, et avec des personnes qui faisaient comme moi un petit élevage, voilà. Donc avec une relation aux animaux très respectueuse, positive, voilà. Et l'idée de bien traiter les animaux, de faire un bon produit, d'être bien ancré dans un territoire, dans la nature, etc.
Et puis à un moment donné, j'ai quitté ce métier parce que C'était dans quelle région? c'était dans la région toulousaine. Et donc, en fait, j'ai eu une rupture familiale, donc je suis partie et j'ai repris des études. Enfin, je raconte tout ça là-dedans. J'ai repris des études et en fait, je m'étais installée comme agricultrice au début, juste avec un BPA à l'époque, un brevet professionnel. Maintenant, on faut un BPA aujourd'hui. Mais donc c'était vraiment le minimum pour cotiser à la MSA. Et donc j'ai repris des études agricoles après avoir été agricultrice. Et là, j'ai fait tout le cursus agricole, BTA, BTS, un certificat de spécialisation en agriculture biologique, un diplôme d'ingénieur, ce qu'on appelle aujourd'hui un master, une thèse, et donc c'est comme ça après je me suis rentrée à l'INRA. Donc j'ai fait tout un cursus de formation agricole, mais après avoir été agricultrice. Et donc là, c'est là que je me suis posé des questions. La première des questions que je me suis posée, c'est quand je suis arrivée, j'ai repris une formation, j'ai fait un BPA, je me suis retrouvée en Bretagne. Donc en Bretagne, pour ce BPA, il fallait faire un stage. Et on m'a dit, est-ce que tu veux faire un stage avec les vaches ou avec les cochons? Moi j'avais eu des brebis, des petites brebis qui faisaient 30 kilos, c'était juste une falaise sur la taille. Je me suis dit, les vaches c'est gros, les cochons ça me va mieux. Je m'appelle Porcher, je me suis dit, c'est le moment de renouer avec la généalogie. Voilà. Et donc voilà, on me dit, je vais faire un stage avec les cochons, mais je ne connaissais pas les cochons. J'en suis pas sûre, mais je pense que j'en avais jamais vu. Voilà, des cochons. Voilà. Donc je suis arrivée dans mon stage, donc dans un truc industriel. Voilà, avec des trucs. Alors à l'époque, j'ai fait plusieurs je dis pas élevage, plusieurs systèmes. Il y en avait où il y avait encore les cendres des trucs attachés. Et donc là, quand je suis arrivée là, alors là, c'était le choc. Je suis arrivée là-dedans. Vraiment, j'ai été saisie d'effroi. Et ce qui m'a le plus étonnée, là, qui a guidé en fait toutes mes recherches, c'est que les gens avec qui je travaillais disaient qu'ils étaient des éleveurs. Moi, je pensais que j'avais fait de l'élevage avant. Et donc, eux, ils disaient qu'ils étaient éleveurs. Je voyais bien que ça n'avait rien à voir. Et je me disais, mais qui c'est qui fait de l'élevage? Est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est moi? Et je me disais, alors moi, ils disaient que j'étais trop sensible parce que je ne voulais pas taper les cochons, je ne voulais pas faire ci, je ne voulais pas faire ça. Donc, t'es trop sensible, c'est parce que t'es une femme, blablabla. Et donc, voilà, je me suis dit, mais finalement, est-ce que c'est eux qui font de l'élevage ou est-ce que c'est moi? Et si c'est moi et les gens que je connaissais, alors qu'est-ce qu'ils font de l'élevage? Et si c'est eux, alors comment ça se fait que l'élevage c'est devenu ça? Parce que ça n'a pas toujours été. Donc voilà, en fait, c'est ça le gros de mes recherches. Et donc c'est à cette question-là que j'essaie de répondre, c'est qu'est-ce que c'est que l'élevage? Pourquoi l'élevage et les productions animales, c'est pas la même chose? Qu'est-ce qui les différencie? Et vers quoi on va, comment évoluent les systèmes? Alors, pour repartir de choses moins personnelles et plus globales, je pense que vous avez remarqué qu'en ce moment, on parle beaucoup des animaux et beaucoup, par exemple, de la souffrance animale. Je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a Mathieu Ricard qui a sorti un livre, Olivier Gisbert qui a sorti un livre. Dans les magazines, on s'enverrait du truc sur les animaux. Et le message de toutes ces personnes, en gros, c'est qu'il faut arrêter de manger les animaux, il faut arrêter de tuer les animaux, et globalement, il faut arrêter de faire de l'élevage. Alors, il y a plusieurs questions à ce sujet. D'abord, alors, ces gens, par exemple, je prends Mathieu Ricard, parce que je l'ai entendu à la radio. Qu'est-ce qu'il fait? Il critique les systèmes industriels, en fait, mais il dit qu'il critique l'élevage. Il dit l'élevage, c'est ça. L'élevage, c'est faire souffrir les animaux. L'élevage, c'est... alors, ce qu'il décrit, c'est les systèmes industriels. Alors, il y a deux trucs. D'une part,
moi je me dis, Mathieu Ricard, il a, je sais pas, 60 ans, 70 ans, comment ça se fait qu'il découvre les systèmes industriels maintenant? Alors que moi je les ai découverts il y a longtemps, et qui c'était déjà avant, que d'autres avant moi avaient déjà... Donc comment ça se fait qu'il regarde? Alors il n'est pas le seul, parce qu'avant il y a eu une pétition aussi des intellectuels, je sais pas si vous avez suivi, là, pour faire reconnaître le statut sensible des animaux. Si vous voyez les intellectuels là-dedans, dans cette pétition, il y a Michel Onfray, il y a, je sais pas, des gens comme ça, qui sait qui a... BHL. Pardon? BHL. BHL, oui, voilà. Mais pourquoi? Comment ça se fait qu'ils s'intéressent aux animaux maintenant? Ils ne s'en sont jamais intéressés. D'un seul coup, ils découvrent. Alors en plus, ils décrivent les systèmes industriels. À mon avis, ils n'ont pas mis les pieds dedans. Ils les ont vus en vidéo. Donc il y a un problème là, un problème de timing, quoi, parce que pourquoi maintenant? Voilà, parce que je me dis pourquoi maintenant? Alors que ça fait 30 ans que ça existe. Le premier livre critique sur les systèmes industriels, en fait, il date de 81. Il s'appelle Le Grand Massacre. C'est un livre qui a été écrit par Kastler, qui décrit, alors à ce moment-là, mais je vais y revenir au moment du développement des systèmes industriels, il décrit déjà qu'est-ce que c'est que les systèmes industriels. Il les décrit très justement. Alors, bon, c'est pas nouveau, ces gens-là découvrent le monde. Il y a ce problème-là, et puis il y a... Alors c'est un problème, en même temps on voit bien que il y a beaucoup de ces intellectuels, parce que vraiment, là j'ai des doutes sur leur qualité d'intellectuel, c'est un créneau éditorial, en fait, vraiment et simplement. Donc, mais il y a ce problème de pourquoi maintenant, et qu'est-ce qu'il faisait avant, où regardait-il avant? C'est ça que je me demande. Où regardait-il avant pour ne pas voir? Alors, parce que, bon, je vais revenir, mais ces systèmes industriels, effectivement, c'est une calamité, c'est quelque chose de terrible qu'il faut regarder. Mais ils donnent des leçons maintenant, comment ont-ils fait avant? Parce qu'ils auraient évité leur développement, s'ils avaient ouvert les yeux avant. Alors, il y a ce problème-là. Il y en a un autre, c'est le fait de décrire ces systèmes industriels en parlant d'élevage. C'est-à-dire de dire, ça, c'est de l'élevage. Justement, je vais l'expliquer, ça n'en est pas. Alors, il y a ce courant critique de l'élevage qui est le fait d'intellectuels, romanciers, etc. Mais il y a aussi, par exemple, la FAO qui a publié un rapport il n'y a pas si longtemps qui est très critique de l'élevage. L'élevage est cause d'effets de serre, l'élevage est cause de perte de biodiversité, l'élevage est cause de pollution des eaux, l'élevage est cause de déboisement. Voilà, j'en passe. C'est un rapport qui s'appelle le Livestock Long Shadow, qui a vraiment une description calamiteuse de l'élevage, parce que c'est le terme élevage qui est employé, alors que ce qu'il décrit, c'est pas l'élevage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce rapport industriel à la nature, aux animaux, destructeur, violent, soit considéré comme de l'élevage? Ça rejoint ma question de départ sur ce que moi j'ai vécu. Donc, en fait, il faut remonter au milieu du 19e siècle, au moment où la société devient industrielle. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que ça veut dire que la société devient industrielle? Ça veut dire que le rapport que... Alors à l'époque, on est une société très paysanne, majoritairement paysanne, que le rapport des paysans à la nature, aux animaux, en fait, s'insère dans le mouvement d'industrialisation de la société au même titre que lié aux fourneaux, la mine, etc. C'est-à-dire on est le développement d'une société industrielle, c'est vraiment un changement de rapport à la nature. D'un seul coup, la nature, c'est plus une nature dans laquelle on est inséré, avec laquelle on vit, que ce soit les animaux, les plantes. C'est un substrat duquel on extrait des choses profitables. C'est-à-dire que quand même le mot-clé de l'industrie, c'est profit. Si on fait tout ça, c'est pas pour la gloire, c'est pour que ce soit profitable. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'élevage des paysans, parce qu'à l'époque c'est dur de dire éleveur, parce que les gens étaient paysans en fait, eh bien, il y a des
des agronomes, des vétérinaires, des industriels qui s'avisent que donc ces animaux dans les mains des paysans, en fait, c'est une ressource de production et de profit dont les paysans ne font rien. Et donc, ça serait bien de leur prendre ça des mains et d'en faire quelque chose de cohérent avec le développement des sociétés industrielles. Et donc, c'est là la naissance d'une discipline qui s'appelle la zootechnie, donc qui est une discipline créée ex nihilo, elle n'existait pas avant, elle était toute pièce à cette époque, à partir de disciplines comme la biologie et l'économie, surtout. Les deux piliers, les deux disciplines sources de la zootechnie, c'est la biologie et l'économie. Et donc, la zootechnie, il y a une chaire de zootechnie qui est créée en 1853, je crois. Elle se pose comme discipline scientifique et elle conceptualise le rapport de travail des animaux inscrit dans la société industrielle. Et le premier concept que ces zootechniciens produisent, c'est le concept de machine animale. C'est-à-dire que l'animal est conceptualisé comme machine animale. C'est une machine, les zootechniciens disent c'est une machine comme les autres, on rentre des choses dedans, il en sort des choses, il faut que ce qui ressort soit profitable, il faut qu'on gagne de l'argent. Voilà. Et donc, ces zootechniciens décrivent vraiment la machine animale comme un fourneau. Voilà. Ils le disent, c'est exactement la même chose. Donc, il y a la machine animale qui est conceptualisée comme l'animal comme machine et évidemment le paysan qui devient le producteur qui devient la machine animale. Il y a à un moment donné, ils l'ont appelé l'animaliculteur, je ne sais pas si le terme est resté longtemps, mais ça devient un producteur. Et puis il y a l'ingénieur des machines animales, le zootechnicien. Donc il y a une hiérarchie des compétences. Et le paysan, du coup, il est complètement dépossédé de son savoir de ce qu'il savait faire. Le zootechnicien vient lui dire un animal c'est ça, produire c'est ça. Voilà. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que dès cette époque-là, en fait, on commence à, et c'est le cas aussi dans l'industrie en général, à spécialiser. Par exemple, le concept de vache laitière. Avant, il n'y avait pas de vache laitière, il y avait des vaches. Les vaches faisaient des veaux, faisaient du lait en même temps. On commence à spécialiser les animaux, les vaches laitières, poulets comme ci, poulets comme ça, et les agriculteurs, les producteurs. Et donc, en fait, je vais le dire maintenant, en plus, mais ce qui se passe à cette époque, c'est que donc, au milieu du 19e siècle, dans une société qui se transforme, qui s'industrialise, ces zootechniciens produisent des concepts et ont l'idée, voilà, parce qu'il y a une idée de toute puissance, voilà, on va maîtriser la nature, on va maîtriser l'animal. Voilà. En fait, dès cette époque-là, ils ont l'idée qu'ils vont faire l'animal qu'ils veulent. Ils vont construire l'animal qu'ils veulent. Ils font déjà avec les ouvriers depuis peu fautifs. Pardon. Ils le font déjà avec les ouvriers dans les usines. Oui, voilà. Là, il faut voir, et c'est vrai qu'il faut voir qu'on est à l'époque de Dickens. Oui, avec les enfants. Voilà, vous avez eu le temps difficile, voilà. C'est exactement ça. Pour l'adulte, c'est pas très grave puisque les enfants travaillaient, donc ils ne veulent pas voir. Donc c'est les animaux, les enfants, le prolétariat ouvrier né à cette époque. Et voilà, l'animal est embarqué dans ce prolétariat industriel, pas du tout perçu comme tel à l'époque, évidemment. Et ce qui se passe, c'est que les idées qu'ont ces zootechniciens, c'est-à-dire de concentrer les animaux, parce que l'idée de machine animale, du coup, c'est qu'il faut produire vite, pour que ça soit rentable. Le mot-clé quand même de l'industrialisation, c'est vite, produire vite, vendre vite, consommer vite, vite.
Et donc, il y a effectivement, dès cette époque, une course à la réduction des temps improductifs. C'est ce que je dis. Il y a plusieurs choses que la zootechnie bouleverse. C'est le rapport à l'animal, du point de vue, justement parce que la réduction des temps improductifs, ce qu'ils appellent les temps improductifs, et ce qui est appelé 100 ans plus tard aussi les temps improductifs, c'est le temps que le paysan passe à regarder ses bestioles, à rester avec. Donc ça, niette. Les vaches, les éleveurs, les paysans les sélectionnaient sur la bonté. Les vaches, les cochons, tout ça. Chaque zone rurale en fait avait son type d'animaux qui correspondait au terroir et au type de personnes. Ça dépend de l'adéquation entre la façon dont les gens sélectionnaient leurs animaux et puis leur propre milieu. Donc il y avait une grande part qui était donnée à l'esthétique. C'est-à-dire une belle vache, et d'ailleurs on le voit chez certains éleveurs encore, une belle vache c'était très important. Voilà, les zootechniciens disent la belle vache, ça n'existe pas, une belle vache, c'est une vache qui produit. Donc voilà, il y a une entreprise de destruction comme ça, de tout ce qui faisait le lien à l'animal. Alors ça s'est pas fait sans résistance. Les éleveurs, les paysans ont résisté à ça, comme les ouvriers, les artisans, tout ça ont résisté à la même époque au développement des machines textiles, par exemple. Lobbyistes en Angleterre, ici, les paysans ont résisté au développement de la mécanisation et tout ça. C'est pas passé comme ça. Alors, ce qui est problématique, évidemment, c'est qu'on a les livres des zootechniciens, on n'a pas de traces de la résistance des paysans, une trace très indirecte. Donc, il y a tout ce mouvement, mais en fait, le problème, c'est qu'ils essaient, dès cette époque, d'entasser les animaux, de les enfermer, de faire grossir plus vite et tout ça, mais les animaux meurent. Ils les enferment, ils meurent. Donc en fait, dès 1850, il y a toute la conceptualisation d'un rapport industriel au travail des animaux, mais il n'y a pas la technique. Et ce qui va changer 100 ans plus tard, après la guerre, c'est-à-dire dans les années 1950, ce qu'on décrit souvent comme le début de la modernisation agricole. En fait, bon, c'est faux. La modernisation agricole, l'industrialisation, elle a commencé bien avant, elle a commencé 100 ans avant. Mais ce qui a changé, c'est qu'après la guerre, il y a les antibiotiques, il y a les vitamines de synthèse, la vitamine D notamment. Et donc, du coup, grâce aux antibiotiques, grâce aux vitamines de synthèse, grâce au développement d'une alimentation végétale bien organisée, etc., et ben, on peut effectivement commencer à enfermer les animaux et à faire ce qu'espèrent faire les techniciens du XIXe siècle, c'est-à-dire une production industrielle d'animaux. C'est le début en France, par exemple, de la production du poulet dans les années 1960. C'est là qu'on commence à faire des grands bâtiments. Alors, à l'époque, un grand bâtiment, c'est un minuscule bâtiment aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 200 000 poules, 250 000, enfin, élevage, etc. Mais voilà, c'est petit à petit, ça agrandit. Mais alors c'est important de voir que cette dynamique, ce processus industriel, il y a 150 ans, parce qu'en fait, je vais le dire après, il arrive en bout de course aujourd'hui et il est en train de se transformer. C'est une dynamique, c'est ça qu'il faut voir. C'est des choses qui n'arrivent pas comme ça. Il y a des processus, même je démarre la question de la zootechnie, mais avant il y a les lumières, avant il y a Bacon, Descartes, etc. Tout s'ensuit. Alors ce que ça change profondément, ce changement de rapport au travail des animaux, c'est le travail avec les animaux. J'y reviendrai, c'est le fait que quand on est paysan, on travaille avec les animaux pour des tas de raisons. On travaille avec les animaux pour gagner sa vie, mais enfin, on le verra plus tard, c'est peut-être pas la première raison. On vit avec les animaux, on travaille avec eux parce qu'on aime bien les animaux. C'est le cas de la majorité des éleveurs, ce que j'appelle des éleveurs aujourd'hui, c'est que la rationalité du travail, la première des rationalités, c'est de vivre avec les animaux. Et j'y reviendrai, c'est grâce au fait qu'on travaille avec eux qu'on peut vivre avec eux.
Donc ce process industriel, cette transformation industrielle, en fait, elle réduit toutes les rationalités du travail à une seule rationalité économique, le profit. Donc, si on sait ça, on comprend pourquoi il y a les 1000 vaches, par exemple. Parce que les 1000 vaches, c'est vraiment la suite de ce qui a été décidé, conceptualisé au 19e siècle. C'est vraiment la suite logique. Ils sont 100 000 aux États-Unis. Ah oui, c'est ridicule. Non, mais oui, là-bas, c'est autre chose. Nous, c'est le petit bras. Et donc, c'est quoi les problèmes de ces systèmes industriels? J'ai fait des enquêtes beaucoup justement sur le marché industriel. Parce que, pourquoi? Bon, d'abord parce que j'ai des pieds dans le cochon, voilà. Mais aussi parce que la production française, c'est un critique des transformations plus globales de l'élevage. Parce que le cochon, c'est à la fois un animal plastique, c'est ce qu'ils disent, il s'adapte et tout ça, mais en même temps, il ne s'adapte pas si bien que ça. Et donc, on voit bien ce qui résiste dans ces systèmes industriels. Alors, ce qu'il y a de grave dans le système industriel, du point de vue de la relation aux animaux, c'est qu'ils sont générateurs de souffrance. C'est ce que j'ai travaillé dans le Champ d'Or, montrer que les animaux souffraient, ça je vais revenir, c'est ce qui est traité par la question des animaux par exemple, mais les gens souffrent aussi. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui travaillent dans ces systèmes industriels, en fait, elles sont dans un état de souffrance, alors physique, parce que c'est un travail très difficile. Il faut voir des cochons, je parle des cochons, hein, mais ça pourrait être les poules, ça pourrait être les lapins. Ils sont dans des bâtiments. Alors, un système industriel, c'est ça, hein, c'est une case dans un bâtiment, dans un machin, voilà. C'est multiplié. Il y a eu un documentaire sur, je l'ai vu à l'espace Saint-Michel quand l'année dernière, justement, c'était en Bretagne, c'était les ports, et les gens étaient en telle souffrance, les gens qui travaillaient, ils mettaient même des choses, vous savez, comme ceux qui faisaient la guerre longtemps, là, des combinaisons pour éviter que le couteau ne blesse le dos. C'était un truc terrible, et les femmes, quand elles s'arrêtaient, c'était pire que tout, parce qu'elles avaient du douleur quand elles arrêtaient de travailler. Oui, c'est entrée du personnel. Ah oui. J'ai mis un temps fou à me remettre dessus. Je connais Manuela, la réalisatrice c'est Manuela Présil, et on a fait un film avant celui-là, j'ai fait un film avec elle qui s'appelle C'est loin des bêtes, aussi sur le rapport. C'était entrée du personnel. C'est sûr, humaine. On parlait des abattoirs? Non, c'était. Il y avait un petit. C'était une grosse porcherie, c'était terrible. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient avec les couteaux? Comment? Qu'est-ce qu'ils faisaient avec les couteaux? Avec les couteaux. Ils coupaient aussi après, parce que tout est enclenché. C'est un abattoir. Oui, non, mais les élèves aussi, c'est tout. Oui, il y avait des images d'abattoirs, mais parce qu'on peut pas tuer un cochon maintenant, il faut passer par l'abattoir. Ah oui, non, mais c'était l'industrie, c'était un gros truc. Non, mais parce que je veux dire ça pour ces systèmes, en fait, c'est vrai. C'est du début à la fin. Voilà, ce qu'il y a, c'est que c'est des systèmes. Alors, déjà, le système, c'est un système qui produit de la matière animale. Ça a été conceptualisé comme ça par les techniciens du 19e, hein, parce qu'ils ont dit qu'on n'élevait plus les animaux, on produisait du porc, du veau, de la matière animale, du veau, porc, poulet. Donc, quand on est dans un système industriel, par exemple, nitré. Ça, nitré, c'est pas rare, hein, c'est nitré. Détruit. Alors, c'est le but du système, mais depuis le début, hein, c'est de réduire les cycles de production. Le temps, c'est de l'argent. Ça, c'est donc une truie, par exemple, pour vous donner un chiffre, une truie, elle faisait 16 porcelets en 1970. Déjà, ce chiffre, il est gonflé parce que c'est des chiffres récupérés déjà dans des systèmes pré-industriels. Sinon, une truie, elle fait 12 porcelets. Admettons, ils en faisaient 16. Aujourd'hui, les meilleurs éleveurs, les truies, elles font 31, 32 porcelets. Mais quand tu ne laisses pas le temps, en fait, tu ne laisses pas le temps de souffler. Voilà, mais donc voilà, ils réduisent les cycles, c'est-à-dire qu'ils réduisent alors, la durée d'allaitement. Légalement, c'est 21 jours, très souvent c'est moins. Ils mettent les petits porcelets dans des cages artificielles.
Donc ça peut être 15 jours, ça peut même être 10 jours. Donc hop, la truie part à l'assimilation, donc insémination. Donc hormones, je passe les détails, mais hormones de la reproduction, tout ça qu'on retrouve dans le saucisson. Donc il sélectionne sur ce qu'il faut, c'est que la truie produise vite, beaucoup de cochons qui grossissent vite, qui sont abattus vite, mangés vite, transportés vite. Et la truie, donc ils ont sélectionné pour que les truies elles produisent de plus en plus de porcelaine. Par exemple, une truie, elle fait aujourd'hui assez couramment 16-18 porcelets par portée. Elle a 14 tétines. Donc, elle n'a pas cette tétine dans le nombre de porcelets. En plus, sur les 18 porcelets, il y en a qui sont chétifs, Donc, résultat des courses, ceux-là, ils sont improductifs, sous-productifs, non-valeurs, comme disent les vétérinaires dans le système industriel. Donc, les gens doivent les tuer. C'est pour ça qu'il y a en fait, dans ces systèmes industriels, dans un système qui est supposé produire de la vie, en fait, un travail de mort, ce que j'ai travaillé dans Cochon d'Or et dans d'autres articles, dans un livre qui s'appelle La mort n'est pas notre métier, qui est sorti en 2003. En fait, un travail de gestion de la mort, ça c'est un peu... on peut le comprendre parce qu'on met les animaux dans un univers complètement artificiel. La vie ne peut pas durer dans un tel système. La vie, c'est le mouvement, c'est le rapport à la nature, c'est l'air, c'est l'eau, c'est ça la vie, c'est le mouvement déjà. Donc, en fait, ce système empêche la vie. Les animaux, ils survivent grâce à des antibiotiques, ils survivent parce qu'ils ne vivent pas longtemps. Et donc, il y a tout un travail de mort parce que ce qu'il faut, c'est que la truie, elle soit rentable. Donc, il faut que les porcelaines qu'elle produit, il faut qu'ils grossissent vite, par exemple. Un porcelet qui ne grossit pas assez vite, donc les gens savent qu'il ne va pas grossir assez vite, ils le tuent. Donc, en fait, théoriquement, on n'a pas le droit de tuer les animaux. On n'a pas le droit de tuer les animaux sur un site d'élevage. Dans la production porcine industrielle, les travailleurs tuent les animaux tous les jours. Ils tuent les petits porcelets chétifs. Ils tuent les porcelets qui ne vont pas grossir assez vite. Ils tuent les truies qui ont mal aux pattes, à plomb, tout ça. Pourquoi? Parce que les abattoirs refusent maintenant, depuis quelques années, de prendre les animaux qui ont mal aux pattes et tout ça. Donc c'est un système qui produit déjà de la violence envers les animaux, mais en plus qui produit de la mort. C'est vraiment un système de mort. C'est pas ce qu'ils disent au salon de l'agriculture. Au salon de l'agriculture, on voit des petits cochons gascons sur la paille. Ça, les petits cochons gascons, et encore, c'est ceux qui restent le plus, il en reste 800. 800 reproducteurs. Si on compte les 6 races locales qui n'ont pas disparu dans ce processus d'industrialisation, avant les années 70, avant même plus en amont, juste après la guerre encore, et déjà encore plus en amont, mais il restait quasiment une race de porc par canton. Chaque micro-région avait son cochon. Aujourd'hui, il y a 6 races locales en France, et les 6, elles comptent 2000 reproducteurs. Alors qu'il y a en France 1,2 million de truies industrielles, de souches industrielles. On est dans un rapport qui c'est pour ça aussi. C'est la même tendance pour toutes les espèces domestiques. Alors non, c'est pas tout à fait pareil pour non, il reste. Enfin, la tendance, elle est quand même, par exemple, la Friedenstein, la vache laitière noire et blanche, elle est ultra dominante partout dans le monde. Maintenant, il reste quand même des milliards, il reste quand même des salaires. Mais le gros de la production, c'est la charolaise pour la viande et puis la Holstein. En mouton, c'est un peu moins le cas, il reste plus de races rustiques. Non, le porc, c'est vraiment l'archétype du système et du système sur la durée. Parce qu'on voit que la production bovine a longtemps été non industrielle. Maintenant on revient, ils assument que ce soit industriel. On veut faire 1000 vaches, 1500 vaches. Pourquoi aussi? Parce que bon, je parle un peu en vrac là, mais c'est parce que
les quotas laitiers là, qui existaient, qui protégeaient les éleveurs laitiers, vont disparaître l'année prochaine. Philippe est bien, il a plu sur les... Ah, celui-là, j'ai pas vu. Ah, il est très très bien. Il a plu sur... Ça aussi, c'est trop, il faut le voir. Oui, non, mais ça, c'est torturant, mais il faut quand même, pour le 1er janvier. Mais en tout cas, voilà, ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, les éleveurs laitiers avaient ce qu'ils appellent une paye de lait, c'est-à-dire qu'ils vendaient leur lait à la coop avec un prix garanti. Ça va exploser et ils sont maintenant sur le marché mondial. Et donc, c'est pour ça qu'il y a... Vous avez des versets quelques années, c'est ce qui montre tout le lait sous tout le... Bah oui. Tout le lait avait été dans tous les champs, il avait tout lâché, il avait tout vidé, tout le... C'était... les choses... Enfin, oui, on va pas rentrer dans le détail là, mais il faut voir que dans ce mouvement d'industrialisation, il y a des syndicats à l'époque qui continuent de le soutenir complètement. La FNSEA, elle soutient complètement ce système et elle laisse les producteurs complètement désemparés, qui se suicident par rapport à ce qu'il y a. C'est-à-dire que les quotas sont inférieurs à la production, c'est ça? Les quotas, c'était, voilà, par exemple, un éleveur avait le droit de produire 300 ml de lait, 400 ml de lait. Voilà. Ici, il en produit plus. S'il produisait plus, il était moins payé. Alors que maintenant, il va produire tout ce qu'il veut. Et puis, il va être en concurrence avec les Danois, je ne sais pas qui, les Chinois, pourquoi pas. Je mais voilà. Celui qui... C'est pour ça qu'en fait, par exemple, dans le truc 1000 vaches, il va produire du lait réellement pas cher, parce que le côté méthanisation du système, c'est autant que la production. C'est pour ça qu'il va produire du lait pas rien. Je suis un peu garé. Je suis un peu garé dans mon... Et donc, voilà, j'en étais à la souffrance, en tout cas, c'est un système qui produit d'abord du non-sens, pulvérise tout ce qu'il y a dans la relation animale, et donc de la souffrance humaine et animale. Alors la souffrance animale, elle est prise en charge dans le cas du système global par la problématique du bien-être animal. C'est-à-dire que, par exemple, l'usine des vaches, elle est ad hoc avec les réglementations bien-être animal. C'est des vaches qui sortent pas, qui ont une espérance de vie ridicule, qui ont poussé. Il y a une réglementation des bien-être animal. Alors bon, on pourra y revenir après. Et en fait, ce bien-être animal, il a servi à rendre acceptable les systèmes industriels. Parce que les gens se disent, voilà, d'ailleurs, comme l'usine vache, qui se vante d'être bien pour les animaux. Quoi. Les animaux qui ne voient pas le jour, quoi. Ah non, ils sont pas. Vous voyez plus haut. Oui, voilà, ils sont donc il n'y a pas de chance, c'est une ferme sans prêt. Alors, je ne sais pas si les vaches sont nourries à l'ensilage et au soja comme les autres, là, mais s'il va couper l'herbe, il y a des vaches, oui, il y a des systèmes où ils vont couper l'herbe, mais il y a des vaches. Donc, dans beaucoup de systèmes où il y a des robots de traite, par exemple, les vaches ne sortent pas, et donc tout leur est amené. Donc, toutes ces bêtes enfermées comme ça, elles ont une espérance de vie très faible. Il y a une rotation énorme. Alors donc, voilà, ces systèmes, bien sûr, enfin, pour en revenir à Ricard, Mathieu Ricard et tout ça, bien sûr qu'ils sont critiquables. Moi, je n'ai pas attendu Mathieu Ricard pour les critiquer, quoi. C'est quelque chose d'absolument, c'est terrible pour les animaux, c'est terrible pour nous, c'est terrible pour la nature, c'est moralement indigne de notre part de faire ça aux animaux, c'est vraiment une calamité. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme alternative pour changer ça? Alors, pour les intellectuels qui nous disent, qui nous font la leçon, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut changer notre alimentation, ne plus manger de viande, de devenir végétarien et devenir vegan. Alors, je vous dis, pour moi, il y a deux alternatives. Enfin, les alternatives qui sont proposées dans les médias et tout ça, c'est celle-là. C'est celle de Mathieu Ricard, c'est celle de Gisèle et tout ça. Pour moi, l'alternative, la véritable alternative, c'est de faire de l'élevage, c'est de refaire de l'élevage, c'est redonner
aux éleveurs les moyens de faire leur métier normalement. Alors, par exemple, pour commencer par l'alternative des libérateurs des animaux, alors je ne sais pas si vous êtes bien au courant de ça, en fait, il y a... bon, pour porter la critique à ces systèmes industriels, il y a un mouvement philosophique qui s'appelle l'éthique animale et qui vise à la libération animale. C'est-à-dire l'idée, c'est un philosophe qui s'appelle Singer qui a pondu ça dans les années, il y a longtemps déjà, en 1975, et qui a été repris et dirigé largement depuis, qui dit, en gros, en substance, c'est vraiment ça, sa théorie, ça s'appelle l'antispécisme, et c'est de dire, on est spéciste envers les autres bêtes, puisqu'on dit que le fait d'être humain, ça nous rend supérieurs aux vaches, aux cochons, aux bêtes. Donc il faut libérer les animaux, comme on a libéré les femmes, comme on a libéré les noirs. Et donc, voilà. Donc l'idée, c'est ça. Et donc il y a tout un cadre théorique qui s'appelle l'éthique animale qui vise à argumenter cette idée. Alors ça va avec le fait, si par exemple on est spéciste, si on libère les animaux, en fait le fond si on remonte au début de la critique qui porte ça, c'est qu'en fait c'est dès le départ de nos relations animaux que c'est calamiteux, c'est la domestication des animaux qui est le mal initial. La domestication, elle est décrite comme un philosophe très connu qui s'appelle Sloterdijk qui a écrit ça, c'est une monstrueuse cohabitation.